on va déjà parler de Skam, donc ce remake français de cette série norvégienne, série phénomène, on peut le dire là-bas, énorme succès, phénomène de société. Première question, il y a une narration particulière dans cette série. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous redonner le concept de cette série? Alors, le concept, c'est qu'il y a deux narrations. Une narration en temps réel, c'est-à-dire que sur le net, on peut suivre les séquences. Si par exemple les filles sortent du cours et qu'elles parlent à 10h05, à 10h05 sur le net, la séquence est diffusée. Et en fin de semaine, vous avez l'épisode complet qui regroupe toutes les séquences, qui est diffusé en fait. Donc libre aux spectateurs de suivre en temps réel les séquences ou d'attendre l'épisode best-of, l'épisode qui réunit tout en fin de semaine, sachant qu'entre chaque séquence, il y a une grosse partie transmédia très importante. Chaque personnage a un compte Instagram et communique les uns avec les autres. Et donc, vous l'avez dit, on suit 5 jeunes filles avec toutes ces thématiques adolescentes, en fait. Bien sûr. On va en parler un peu après, mais d'abord, on va regarder quelques images avec la bande-annonce de la série. Faut que t'arrêtes de te prendre la tête en pensant à ces meufs, ok? T'es beaucoup mieux sans elles. Ça t'intéresserait de faire partie de notre crew pour faire une fête? C'est pas une fête, c'est la fête. C'est genre les terminales les plus cool du lycée Guen, tout le monde voudrait venir. Et là, on pourra leur faire cracher la thune. Si Iman vient, moi aussi. Yes, bitches. Lucas, j'ai fait de la merde. T'es sûr que ça va au lycée? Tu peux tout me dire, hein, tu sais. T'as complètement changé avec vos soirées de merde, là. Skam France, donc. Première question, David. Il y avait une version norvégienne. Beaucoup d'ados ont déjà vu ces épisodes. Pourquoi c'était important d'en faire une version française? Alors, c'est une excellente question. On peut même se demander si c'était nécessaire de le faire. Ouais. Pour être très clair. Et alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est que la série d'origine, qui était une passion aussi personnelle, j'étais le premier client et spectateur de la série d'origine, avait une liberté dans sa conception assez unique. C'est-à-dire que les temps de tournage étaient très longs. C'est-à-dire que Julie Andem, que j'ai rencontrée, avec qui j'ai beaucoup discuté, la créatrice de la série d'origine, effectivement, écrivait d'abord l'Arche, écrivait les 2 premiers épisodes, les tournait, et puis partait en montage, écrivait le suivant, et ainsi de suite. En gros, le tournage s'est allé sur 4 à 5 mois, ce qui est un rêve. C'est-à-dire qu'elle pouvait, entre guillemets, réagir et orienter la suite de son histoire en fonction des retours qu'elle voyait sur le net. Ça, je pense qu'on serait plusieurs à être ravis d'avoir un tournage aussi étendu. Pour coller au mieux aux attentes des téléspectateurs. C'est ça. Ce qui est un modèle aussi qu'on a un peu de mal à approcher. Maintenant, quand je parle de liberté assez unique en son genre, c'est que par exemple, elle avait accès à une BO. Il y a un système de droit en Norvège qui n'est pas le même que chez nous. Par exemple, je crois que la fin de l'épisode 6 ou 8 se termine avec Michael Jackson en générique. Autant vous dire que juste le montant en France suffirait à couvrir toute ma BO sur 2 saisons. Donc, entre guillemets, ce qui a été formidable pour elle a aussi condamné la NRK à ne jamais pouvoir exporter la série. Puisque, entre guillemets, il y a des droits internationaux qui se payent sur les musiques. Et en gros, la série est devenue culte aussi parce que les gens y sont venus progressivement, l'ont trouvée par leurs propres moyens et que ça a été le bouche à oreille qui a fait que les gens se la sont arrachés. Autant vous dire que quand on m'a appelé pour me dire il y a un remake en préparation, premier sentiment, c'est l'inquiétude. Deuxième sentiment, c'était quand même pas mal d'enthousiasme parce que c'est assez rare d'avoir une aussi bonne histoire à traiter en tant que réalisateur. J'étais parfaitement conscient de tous les défis et de la grosse galère qui pouvait s'annoncer, en tout cas pour faire accepter les nouveaux personnages. Et le positif a pris le pas sur la crainte. Et je crois que vous aviez des critères avant d'accepter un casting long. Oui. C'est ça. Vous vouliez parce qu'en Norvège, il y a eu une phase d'observation de la jeunesse. Ils ont enquêté en fait sur les attentes des jeunes. En France, il y a eu aussi ça. Comment ça s'est passé? Alors, pour bien comprendre le contexte, c'est assez important pour bien comprendre même la jeunesse du projet. Et ça donne pas mal d'infos. C'est que la production de la série d'origine, la NRK, a été très vigilante à comment ça se passait dans tous les pays qui en faisaient l'acquisition.
C'est-à-dire que cette phase d'observation-là, même si on l'aurait fait, était l'une des conditions d'obtention des droits de la série pour la boîte qui voulait les acquérir. Et c'était le cas dans tous les pays, en fait. Après, il y avait une demande assez stricte de respect du matériau original, du moins dans les premières saisons. Ça, ils étaient assez vigilants là-dessus, parce qu'ils étaient très inquiets de soudain voir partir leurs personnages et leurs thématiques. C'est pour ça que c'est si fidèle. Dans les premiers temps, oui. Ouais. D'accord. Exactement. Exactement. Et on a fait ça, nous aussi. Donc, on est parti sur 1 mois et demi, 2 mois de rencontres avec plein d'adolescents très différents. Et effectivement, tu parlais des critères que j'avais. Et j'ai fait une note d'intention en disant voilà pourquoi il ne faut pas me prendre. Je vais demander un casting très long. Je vais demander à avoir quand même accès à une BO assez importante pour une série française. Donc même sans avoir Michael Jackson, la Oui, musique il fallait c'était être malin. important. Il fallait être malin, effectivement. Et ensuite, parce que le drame, enfin ce qui était très compliqué, c'est qu'on nous demandait de cross-border 2 saisons pendant le tournage. Ce qui, ça, à ma connaissance, c'est du jamais vu. Hein. Pourquoi Parce que, en gros, on Cross-border, juste pour Oui. comprendre ce que ça veut dire. C'est que quand on tourne, par exemple, sur une journée, on va tourner une séquence de l'épisode 4 qui se trouve dans la cafette. Et comme on n'a pas envie de revenir dans la cafette par la suite, on va tourner une séquence de l'épisode 9. C'est quand on tourne pas de manière linéaire et on mélange un peu. Voilà. Exactement. Mais là, en fait, ce qui est très courant dans une série d'habitude, là, on avait 2 saisons. 2 saisons à cross-border. Et là, même pour tout le monde, c'était un peu plus compliqué. Je salue les téléspectateurs qui arrivent sur le chat. Jean-Luc, Fatia, Liliane, Marie Godard aussi. Alors, qui nous demande quel est le sujet. Écoutez Marie, là, on va parler. On parle des remakes et des reboots et des revivals de séries, c'est-à-dire ces séries anciennes qui en fait reviennent, sont réadaptées à notre époque. Et là, présentement, on est avec David Oureg, le réalisateur de la série Skam, qui est Skam France, qui est l'adaptation française d'une série norvégienne pour ados, qui a été un véritable phénomène en Norvège. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc on l'a dit, un casting long. Et votre collaboration avec Julie Andem, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a été présente aussi dans cette adaptation française? Je pense qu'il y a toujours un côté merveilleux à se voir adapté, un côté un peu crève-cœur. Et au départ, donc, je suis parti en Norvège, j'ai rencontré la production, j'ai rencontré un petit peu tout le monde pour essayer de comprendre. Après, c'était pas mon premier tournage, mon premier projet. Ils sont extrêmement fiers et amoureux de leur programme. Et du coup, il fallait quand même que j'arrive à voir ce qu'il y avait derrière le storytelling. Quand on arrive là-bas en Norvège, on arrive dans une salle où il y a marqué Skam is love. Et on vous dit, ça, vous devez le comprendre. Ok, très bien. Et passer un petit peu la première journée, on t'explique ça, tu rentres un peu dans le détail de la fabrication. Et tu fais un peu patte blanche. J'ai passé une journée avec d'autres personnes, avec Julie, et on a beaucoup discuté de ce que je comptais faire. Et du coup, pour être très, très transparent, on leur a envoyé les premiers épisodes et elle était absolument ravie. Je crois qu'ils ont vu les 5 premiers et ils ont dit allons-y. Alors justement, se lancer dans une aventure comme celle-là, Oui. au-delà de tout l'aspect pratique et Bien de sûr. toutes les contingences liées au côté contractuel du truc, c'est quand même un énorme pari. Parce que la plupart des gens disent c'est super facile de faire des remakes, des reboots, des revivals. Il suffit de prendre un truc qui est déjà tramé, déjà scénarisé, déjà raconté, déjà plié, et il n'y a qu'à y aller. Mais en fait, si on se plante, particulièrement dans le cas d'un remake d'une série qui a beaucoup de succès et qui est en production aujourd'hui, c'est quand même Alors, très impressionnant, non? Oui, ça l'était, mais après j'étais convaincu d'essayer de prendre les choses par un bout un peu original. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on m'impose la même histoire. La série n'est plus en production. C'est-à-dire que Julie Andem est partie faire l'adaptation Skam aux États-Unis. Et donc, ça s'est arrêté en Norvège. D'accord. Donc, les personnages d'origine, en fait, c'est comme une histoire d'amour. Hein. C'est-à-dire qu'entre guillemets, vous êtes complètement fou amoureux de quelqu'un, et soudain, quelqu'un arrive en vous disant « Bonjour, je vais te raconter à peu près les mêmes choses, je suis différent, prends le temps. Prends le temps juste de tomber amoureux. » Les gens sont tombés amoureux des personnages. Très sincèrement, quand on regarde la première saison de Skam, et avec tout l'amour que je portais à la série, les 4 premiers épisodes, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué de rentrer dedans. Il y a le rythme très, très norvégien, et puis ce sont des ados qui discutent de thématiques qui, au départ, ne sont pas foncièrement
passionnante, en tout cas pour quelqu'un d'un peu plus vieux. C'est après que ça devient très intéressant. C'est que la première saison démarre assez tard, mine de rien, quand Emma, le personnage principal, va faire quelques mauvais choix qui vont l'amener à se prendre le bahut sur la tête niveau harcèlement. Ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu tétanisant de me dire, ok, tu sais très bien que sur les premières semaines, quoi que tu fasses, tu vas te prendre une volée de bois vert terrible. Mais soit tu as confiance sur le fait que tes personnages, les gens vont progressivement s'y attacher et progressivement vivre à travers leur prisme la même histoire, soit c'est même pas la peine d'y aller. D'où le casting très long. Et alors, justement, en parlant des personnages, Jean-Charles nous demande quel est l'âge de l'acteur qui joue le rôle du garçon populaire au lycée, qui joue le rôle de Charles. 24 ans, pas Il 40 a 24 ans. Il est quand même plus âgé. Pas, ouais. 24, Ouais. pas 40 ans. Oui, non, oui. c'est pas le pion du bahut, ça aurait pu. Ouais. Mais- C'est comme au cinéma, il y a des acteurs de 28 ans qui jouent des Bien sûr. jeunes de 16. Bah Non, non, c'est ça. Non, mais c'est Là, ils ont quel âge, systématique, le en fait, cast ça. Alors, entre 17 et 22 ans, Ouais. pour les filles. Et Charles, c'était le plus vieux. Mm. Charles, c'était le plus vieux, mais toujours Il est pareil. rasé de près. on va Rasé dire. de près. Vous verrez qu'il y a des séquences où il a les cheveux un peu plus longs, Ouais. ça passe nickel. Ce qui était assez marrant, c'était de voir justement les réactions entre le pion arrive, ranger les portables, Mm. mais très progressivement, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Ouais, en fait. bien sûr. Pour se rendre un peu plus compte, et pour ceux qui n'ont pas forcément vu la série, du ton de cette série et des thématiques abordées, on va regarder un petit extrait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle va coucher avec un garçon. Oh, la petite vénarde. Pour la première fois. Aïe. Ouais, non, faut pas rigoler avec ça. Ça peut être dangereux. La première fois que ma cousine a eu un rapport sexuel, elle a tellement saigné qu'elle a fait une anémie. N'importe quoi. Si, c'est vrai. Alors, la première fois, on saigne, toutes. Et s'il y a un saignement excessif, en effet, faut surveiller ça de près. Parce qu'on peut en mourir. Non, mais elle n'est pas morte, elle était juste super faible. Eh ben, elle a eu beaucoup de chance. Parce que moi, il y a une patiente qui est venue me voir et elle a tellement saigné que j'ai cru qu'elle s'en sortirait pas. Est-ce qu'elle avait couché avec un garçon pour la première fois? Non, parce qu'elle s'était ouvert les veines. Elle a voulu mourir. Elle est venue me voir, elle a changé d'avis. Une petite transfusion de sang et tout était reparti. D'accord. Non, en fait, parce qu'elle voudrait juste prendre la pilule. Tu veux une pilule qui te fasse maigrir et qui te rende la peau saine? Là, c'est possible. Pas du tout. T'as une date de prévue pour ton premier rapport sexuel? Oui. Vendredi prochain. Vendredi? C'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que je sais pas comment me saper. Et Emma, s'il te plaît, il faut absolument qu'on fasse une soirée chez toi avant. Hein? Mais pourquoi on ferait une soirée? C'est toi qui as envie de coucher avec Oui, lui? parce qu'il faut que je boive et que je peux pas boire toute seule. Pourquoi tu devrais boire? Emma, s'il te plaît. Ah non, c'est mort. Ma mère, elle rencontre Yann vendredi, du coup, c'est... Mais avant, on fait ça avant. Et, pardon, excusez-moi. Vous savez comment ça marche? De quoi? Tu veux que je te montre? Je te montre. Tu te concentres? Et tout doux. Tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. T'as compris? Tu veux que je le refasse? Non. On a beaucoup ri en plateau pendant cet extrait. Rappelez-nous le nom de cette actrice. Olivia Cotte. Qui est vraiment Qui est formidable. géniale. Et en effet, donc, dans l'épisode 9, il y a une autre séquence qui fait un peu miroir. Qui est miroir. On va ouais. pas en dire plus. Non, exactement. Donc dans les thématiques, on le voit, on va assez loin en réalité, c'est abordé de manière assez crue. Est-ce qu'il y a eu une adaptation là aussi des thématiques à la France? Alors, le premier de mes soucis sera particulièrement visible sur la suite, c'est que le contexte géopolitique en France et en Norvège n'est pas nécessairement le même. On n'a pas le même passé récent. Je ne dis pas qu'en Norvège c'est très simple, mais en tout cas quand j'y suis allé, ça m'a vraiment frappé. Et la série le représente assez bien, c'est qu'ils ont énormément d'avance sur beaucoup de sujets sociétaux par rapport à nous. Par exemple? Le port du voile, par Ouais. exemple. En fait, l'acceptation de l'autre. Parce qu'il y a aussi donc dans la série norvégienne un personnage, une jeune femme voilée, Bien sûr. mais qui est voilée tout le temps. Oui. En revanche, dans la série française, Elle enlève son voile en rentrant à Elle se l'école. voile en sortant. Voilà. Voilà. Elle est obligée de l'enlever. Elle est obligée de l'enlever. Mm. Et ça, c'était des discussions à n'en plus finir. D'ailleurs, je l'ai essayé avec les auteurs, avec la prod, avec la chaîne. La chaîne a vraiment joué le jeu. Hein. Soyons très clairs. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé quand même énormément de liberté. Et ils ont vu où est-ce que je voulais
aller progressivement. Et c'est vrai que le cas de Iman, donc Sana, dans la version d'origine, est progressivement devenu un sujet de plus en plus touchy. Surtout qu'en plus, c'est un personnage qui arrive et qui n'est pas nécessairement hyper sympathique au départ. Et qui, voilà. Donc, c'est vrai que plein de gens sont venus me voir en me disant ce serait bien qu'au moment où elle enlève le voile, on ait quelque chose qui vraiment sacralise. Je dis, ça va pas la tête ou quoi? Non, il n'y aura pas de ralenti sur le bas du voile. Vous êtes tombé sur la tête. Et d'ailleurs, je triche un petit peu. J'en tire absolument aucune gloriole. Mais j'avais envie de montrer qu'il y a un rapport de confiance. Il y a beau avoir des panneaux un peu partout. Il y a le pion qui est là au couloir d'entrée. Il a laissé rentrer Iman avec son voile. Il sait qu'elle va l'enlever. C'est même pas un sujet. Elle discute avec les filles. Elle l'enlève. Et c'est très anodin. Ce qui l'est un peu moins, ça a été quand j'ai vu les réactions sur le net, parce que la série est extrêmement copiée un peu partout, et de voir à quel point des gens de tous les pays du monde disent mais pourquoi est-ce qu'elle l'enlève, Et là, ça a du coup, des gens ont essayé d'expliquer le principe de la loi ici, et c'est devenu quand même un... Elle a été adaptée dans combien de pays cette là, actuellement, elle est adaptée dans 5 pays. Mais est-ce que justement, dans ce cas-là de cette série, ce qui n'est pas intéressant, c'est justement le fait qu'on puisse rentrer par la série dans différentes cultures. Je suis complètement d'accord. Mais au-delà même de ça, c'est que je pense que la seule manière, surtout au vu des contrats dont j'ai parlé précédemment, même si on aura les coudées beaucoup plus franches sur la suite, parce qu'on a un peu gagné ce droit-là. Parce qu'à la base, soyons très clairs, quand je suis arrivé, j'ai dit mais attendez, le principe est génial, mais pourquoi ne pas raconter une histoire complètement différente en reprenant ce principe-là? C'est-à-dire qu'on retrouve même les mêmes personnages, mais partons sur des directions différentes. On dit, attention, il fallait gagner aussi le droit de pouvoir le faire. Oui, mais ça, après, si c'est que sur la première saison, mais qu'après, il y a un Combien de saisons ont été tournées? 2, 4. On a tourné 2 saisons. Là, vous avez tourné 2 saisons, 2 en boîte. 2 en boîte, oui. D'accord, ok. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que j'étais convaincu que la différence se ferait via les personnages, via les tempéraments des personnages, et je voulais absolument que notre groupe de filles soit un chouille plus forte, un chouille plus que dans la version d'origine. C'est-à-dire que, en fait, même c'est ce qui a dirigé complètement ma recherche dans le casting, c'était vraiment le tempérament. La Eva d'origine, donc le personnage principal, est une fille très gentille, très douce, qui subit énormément. Elle subit un petit peu sa relation avec son mec. Elle a du mal à trouver un peu. Elle s'est déjà mis le bahut à dos pour des questions d'amour un peu contrariées. Et j'étais convaincu, en fait, que ce type de profil-là, aujourd'hui en France, doit être un petit peu plus fort et avoir un petit peu plus de répartie. Si son mec lui dit qu'elle pèse 1 tonne, elle ne peut pas ne pas répondre. Alors que c'est des choses en Norvège où on est beaucoup plus rentré. C'était très important pour moi que toutes les filles, quelles qu'elles soient, aient ce tempérament un chou plus combatif. On peut être passive, mais avoir de la répartie. Un des personnages où c'est assez marquant, c'est le personnage de Alex, Chris dans la version d'origine, celle qui est un petit peu plus ronde. J'avais très envie qu'elle ait un tempérament et une énergie qui fasse que, quoi qu'il arrive, elle détonne. Elle a beau... En fait, elles sont toutes seules, elles sont toutes dans un climat de solitude, mais elles ne se laissent pas nécessairement faire. C'est un des thèmes aussi, c'est l'amitié féminine, ce lien entre ces jeunes filles. Pour revenir un peu sur les thématiques et le sujet qui est l'opportunité aussi de ce type de remake, les thématiques, au final, elles ont déjà été traitées dans d'autres séries. Il y avait ce besoin de réactualiser ces thématiques. Je pense. À notre époque. Je pense, oui. Alors, effectivement, parlons de Netflix. Netflix aborde énormément de thématiques de façon assez originale, et les jeunes ont énormément accès à ça. Ça me semblait important, par exemple, que le service public qui arrive et qui veuille aborder des sujets sociétaux comme le harcèlement au bahut. Ne le fasse pas qu'avec des fictions avec Julie Gaillet. Ouais, exactement. Non, mais exactement. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. Dans le cas de Netflix, ils le font beaucoup parce qu'il y a un vrai public jeune et adulte. Et donc, c'est un très marketing aussi. Il n'y a pas qu'une vision citoyenne. Mais j'avoue, alors là, pour le coup, c'est hasard de la vie, j'ai 5 sœurs. Je viens d'avoir une petite fille aussi. Et quand je l'ai reçue, je l'ai un peu pris en pleine tronche. Ouais. Mais du coup, ils ont trouvé ça génial. 5 sœurs, un groupe de 5, ça fait... Voilà, j'étais embauché aussi pour ça. Mais c'était un signe. C'était un signe. Mais c'est vrai que du coup, j'avais un peu l'obsession que si ma fille, plus tard, voit le programme, au-delà de me dire ça me plaît ou ça me plaît pas, que si elle ressemblait à l'une des 5, en fait, elle trouve des motifs d'espoir malgré
les embûches qu'elles rencontrent et les problèmes qu'elles peuvent rencontrer. Et quand on parle de harcèlement, on parle de viol, slut-shaming. on parle de... Oui, exactement, de Donc slut-shaming quand une femme, une jeune fille libérée sexuellement, quand on lui reproche, en gros, voilà, pour expliquer aux internautes. On parle d'orientation sexuelle qui tarde à arriver, mais qui tend à se Ça, on sent que ça va être pour la 2e saison. Mais... Il va y avoir des choses. Ouais. Il va y avoir des choses. On a décidé d'aller un peu plus vite sur des thématiques qui mettaient un peu des plombes à arriver, notamment dans la série d'origine. Donc Scam, je rappelle, c'est sur France TV / chaque jour, donc un nouveau clip en fait. Quasiment, oui. Et ensuite, c'est un épisode global, pareil sur France TV /. Exactement, le vendredi. Et sur France 4 aussi, le dimanche. C'est ça. Voilà, pour Scam.